Donc voilà l'application que je veux réaliser. Initialement, c'est celle-là. Voilà. Allons-y, donc on va rapidement le faire. Souvenez-vous en fait des étapes par lesquelles on doit passer. Donc on a dit le dessin de l'interface, après donc la personnalisation et enfin la programmation des événements. Quels sont les événements que j'aurai à programmer ici? On va les définir lors de cette phase, lors de la phase 3, la troisième phase. Donc ce que je vais faire, je vais donc lancer Visual Studio. Je vais le chercher ici par mes programmes. Visual Studio. Je pense que c'est 2010 que j'ai installé la dernière fois. Voilà donc. Comment? Là, il faut disposer d'une connexion. Vous avez la version Express, c'est bien ça? La version Express ou ce que vous avez installé la dernière fois? Bon, vous allez donc, si vous avez installé à partir de la copie qu'on a fait passer à tout le monde, vous allez avoir vous avez un fichier qui s'appelle Product Key. Vous le trouvez dans le dossier. Vous l'ouvrez, vous copiez ce même code et vous l'entrez, vous le communiquez. Alors, si maintenant c'était la version Express que vous avez téléchargée sur le site de Microsoft, normalement, vous devez juste avoir un compte Hotmail. Et à travers votre compte, on vous donnera une certaine clé. Alors, je vais donc créer un nouveau projet pour cette nouvelle application. Je vais donc mettre New. Je choisis bien sûr le langage Visual Basic, les applications Windows, parce que je peux développer pour le web. Et le développement, il ne va pas changer. Vous allez constater que si vous basculez vers le web, c'est pour développer une application pour le web. Vous aurez toujours la possibilité de dessiner au sein de la page web, comme si c'est la feuille ou l'interface que nous allons avoir au niveau d'une application Windows. En tout cas, en fait, moi je ne vais pas basculer vers le web parce que je ne veux pas vous donner autre chose de plus. Je vais juste aller vers Windows. Je choisis donc les applications Windows Form, application de type Windows Form Application, et puis je vais donc donner le nom au projet. En bas, je vais l'appeler calcul du coût téléphonique ou téléphone tout court pour simplifier, téléphone. Calcul, en fait, ça calcule le coût d'une conversation téléphonique ou pour un appel téléphonique. Donc moi, je l'appelle téléphone tout court pour simplifier. Je vais mettre OK. Attention, jusqu'à présent, il n'y a pas d'enregistrement. On n'a pas encore enregistré dans le dossier. On a juste créé un projet qui s'appelle téléphone. Alors, de quoi est-il composé ce projet-là? Si vous irez vers l'explorateur de solutions, vous allez voir qu'il y a, jusqu'à présent, il y a une seule forme qui s'appelle pour le moment form1.vb. C'est cette feuille-là. Form1.vb, ça couvre deux choses. Ça couvre le visage visible, qui est celui-là, et ça couvre aussi le code auquel vous pouvez accéder à partir de ce bouton-là. Regardez, en fait, il y a un bouton qui s'appelle View Code, ou la vue programmation, la vue code. Si vous irez vers ce bouton, vous allez voir l'autre visage. Donc une feuille, il a deux visages. Il a le visage là où vous écrivez, là où vous dessinez l'interface. Il y a un autre visage là où vous programmez les événements. Mais cette feuille elle-même mérite d'être nommée. C'est-à-dire que je pourrais la renommer par un nom différent. Surtout quand je crée plusieurs feuilles dans le même projet. Donc par exemple, pour le moment, il s'appelle Form 1. Si je veux bien changer son nom, je n'ai qu'à sélectionner la feuille et utiliser la fenêtre des propriétés. Je vais la figer, cette fenêtre-là, et je vais voir donc par conséquent le nom de la feuille. Il est là. Si vous sélectionnez aussi la feuille sur le visage dessin, vous avez aussi un autre name que vous pouvez changer. C'est celui-là. Vous voyez en fait, donc pour changer le nom de la feuille, vous avez deux façons de faire. Soit de venir sur le visage interface graphique, vous la sélectionnez et puis vous changez. Par exemple, moi je vais l'appeler FRM téléphone. C'est le nom de la feuille. Alors, j'ai validé, donc j'ai fait le nom et j'ai appuyé sur Entrée. Regardez, ce nom-là, il n'a pas changé. Donc, le nom que vous avez là est un nom logique. Celui-là est le nom du fichier
Une fois, vous aurez à l'enregistrer. Si vous voulez changer ce nom-là aussi, vous allez cliquer ici, et par conséquent, vous allez changer là, ici. Mais avant de le changer, j'attire votre attention sur ce que vous avez ici. Regardez, il y a une classe qui est nommée par le nom logique, et non pas le nom physique. C'est le nom que j'avais donné pour la feuille dans la vue graphique. C'est donc le même nom que j'ai donné, il s'appelle ici FRM téléphone. Par contre, ce nom-là, c'est le nom du fichier physique. Si vous voulez aussi le changer, vous devez le changer en allant ici. Là, en mettant, je vais mettre le même nom. FRM téléphone. Alors, je vais valider par oui. Ici, donc, j'ai aligné le nom physique au nom logique. Donc, une feuille, il a deux noms. Le nom physique, c'est le nom du fichier dans lequel on va stocker les informations sur la feuille. Et un nom logique, c'est le nom par lequel la feuille est connue dans le projet, à l'intérieur du Visual Basic. Bon, rien n'empêche qu'ils soient identiques. C'est ce que j'ai fait moi-même. Mais attention, ne mettez pas d'espace quand vous le faites. Pour les deux mots, pour les deux noms, il ne faut pas faire d'espace. Alors, revenons maintenant au début de la phase 1. C'est la phase dessin. Voilà. C'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que je viens d'avoir? Oui, je vais sauvegarder. Je refais. Je pense que je suis censé lui remettre le même nom. Ah non, 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 parce que j'ai écrasé le point en fait. Vous voyez? J'ai écrasé le point. J'ai mis FRM VB. Normalement, l'extension, il ne faut pas la changer. Voilà, et maintenant, je pourrais bien la revoir. Vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai fait, à l'erreur, la petite erreur que j'ai commise ici. Regardez, en fait, quand j'avais donné ce nom, j'ai écrasé le point. Je vais agrandir pour vous montrer. Quand j'ai entré le nom, j'ai écrasé ce point-là. Et si vous l'écrasez, vous allez en fait, vous allez induire en erreur Visual Basic, parce que pour lui, en fait, la feuille, il faut que ça soit sauvegardé dans un fichier qui porte l'extension VB, nécessairement. Donc, si maintenant vous lui demandez d'afficher l'interface graphique, il ne va pas pouvoir l'afficher. C'est ce qui fait que vous allez avoir ce message d'erreur. Et c'est dû au fait que j'ai pas respecté un peu les normes pour le fichier physique. Il faut absolument que l'extension soit de code VB, soit donc extension .vb. Je le fais, et dès que cela est fait, je pourrai revoir ma feuille. Et ça peut arriver à n'importe qui parmi vous. Quand vous renommez le nom physique, n'oubliez pas faites bien attention à l'extension. Il ne faut pas changer l'extension. C'est clair? C'est bon? Alors, commençons le dessin maintenant. Alors, regardez, en fait, je vais afficher la fenêtre ou la palette d'outils. Je vais donc éliminer le zoom. Et je vais aller afficher la palette d'outils. C'est celle-là. La palette d'outils, pour la faire sortir, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton, là où il y a justement les outils. Il y a le marteau, la clé plate, etc. Donc, c'est un peu les outils du mécanicien ou bien de n'importe quel métier. Nous avons besoin de certains outils. Donc, pour faire sortir nos outils à nous, il faut cliquer sur ce bouton. Alors, je vais la figer. Il est déjà figé. Et je vais donc sélectionner quels sont les contrôles dont j'ai besoin. Je vais juste agrandir la feuille parce que j'ai besoin de plus d'espace dans ce sens, aussi bien que dans ce sens-là. Je vais fermer cette fenêtre, j'en ai pas besoin pour le moment. Et je vais donc commencer par dessiner. Alors, je vais dessiner comme ça a été précisé là. Donc, je vais faire un petit peu l'inventaire des contrôles dont j'ai besoin. J'ai besoin de 3 group box pour regrouper les boutons radio. Ici, je suis obligé de les faire parce que si vous ne les faites pas, si vous glissez plutôt les 5 boutons radio dans la même... je refais parce que je veux que vous voyez en grand plan. Un problème de synchronisation avec le vidéoprojecteur. Regardez, en fait, nous avons ici 5 boutons radio. Mais les 3, par exemple, qu'on a là, ils sont à l'intérieur d'un group box.
Les deux qu'on a là, ils sont à l'intérieur d'un autre groupe box. C'est ce qui fait que ça va créer des groupes différents. C'est ce qui fait que vous pouvez faire un choix ici, un autre choix là et un troisième choix ici. Si vous les mettez dans le même conteneur, ils vont être vus comme un seul groupe. Et vous ne pouvez faire alors qu'un seul choix parmi les 5. Or, moi, je veux faire un choix parmi les 3 groupes. Donc ici, les zones de groupe, ils sont obligatoires. Ici, les groupes box, ils sont obligatoires. Donc j'en ai besoin de 3. J'ai besoin au niveau des champs de CISI de 3 champs de CISI, plus celui-là, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. Pour les étiquettes, 1, 2, 3, 4. 4 aussi. Pour les boutons, 4 aussi. Et pour les listes de choix, les listes box, j'en ai besoin de 2. Voilà, donc globalement, je ne sais pas est-ce que je vais retenir tout ça. En tout cas, je vais essayer. Donc on a dit concernant les groupes box, j'ai besoin de 3 groupes box. Les 2 premiers pour contenir 2 chacun. Donc je vais copier donc le premier en dessous ou plutôt le deuxième en dessous du premier. Je vais copier encore pour avoir le troisième, sauf que pour ce troisième-là, je vais l'agrandir légèrement, parce que j'ai besoin de mettre 3 boutons radio dans le... Ah, pardon. Oui, vous voyez, en fait, je dois toujours faire attention à ça. Voilà. C'est bon. Donc, vous voyez, j'ai créé donc les 3 premiers groupes. Les deux premiers, ils ont la même hauteur. Le dernier, par contre, il a une hauteur plus grande, parce qu'il doit contenir 3 contrôles, 3 boutons radio. Je commence par ces boutons radio, comme ça je vais finir avec cette zone. Donc je vais aller vers les boutons radio, ces radio boutons. Et je vais donc créer un premier bouton ici. Je vais le copier. Toujours en mettant CTRL, vous pouvez copier. CTRL et vous faites glisser. Je vais sélectionner les deux avec Shift. Shift, vous ajoutez à la sélection. Je vais mettre cette fois-ci CTRL-C. Je sélectionne un autre groupe et je mets CTRL-V. Je mets encore un autre CTRL-V, mais dans le troisième cette fois-ci. Je vais les décaler un petit peu. Et je vais créer donc une copie pour le deuxième. J'ai fait un double clic. C'est pourquoi je suis tout de suite basculé vers l'autre, vers l'éditeur de code. Quand vous faites un double clic, automatiquement vous êtes sur l'éditeur de code. Voilà, donc ça marche. Donc j'ai fait ici la première zone. Je reviens à l'interface graphique. Donc cette zone, elle est déjà faite. Alors maintenant, bon, je vais placer, je pense, les listes d'abord. Je vais placer les listes. C'est des list box. List box, c'est ce contrôle-là. Alors il y a aussi list view. List box, list view. List view, en fait, c'est une liste qui peut contenir des images, des éléments avec des images. C'est un peu comme la liste des dossiers. Quand vous affichez la liste des dossiers de Windows, vous avez certainement une liste, mais avant chaque élément, il y a une petite icône, une petite image symbolisant le dossier. Alors, si vous voulez faire une liste de ce genre, vous choisissez alors des listes view. Mais sinon, list box, c'est une liste de texte seulement. Les éléments sont textuels. Justement, moi, j'ai besoin de list box. Donc, je vais faire une première liste. Celle-là, elle doit être plus large. Je vais copier cette liste à gauche, mais il doit être moins large. D'accord? Donc, c'est pour contenir les prix. Je pourrais donc déplacer un petit peu. Je vais agrandir celui-là. Voilà. Attention, initialement, les listes, ils apparaissent comme les zones de texte. Vous suivez? Alors, c'est bon, donc pour les listes, je vais donc mettre maintenant les text box, les zones de texte. J'ai besoin donc d'une zone de texte ici, une première zone ici pour la durée. Je vais l'agrandir. Et puis, j'ai besoin de la copier pour la mettre ici en bas, à gauche aussi. Mais je veux bien avoir la même largeur que la liste. La même largeur. C'est des text box. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin encore? De 4 boutons. Une autre zone de texte que je vais mettre en bas, complètement en bas. Ça, c'est pour le résultat. Maintenant, les boutons.
ou bien les étiquettes, la même chose. Donc on va commencer par les étiquettes, allons-y. J'ai besoin d'une étiquette ici, une première, une autre étiquette là. Ça c'est pour étiqueter les listes. Chaque fois que vous avez des zones blanches porteuses de valeur, porteuses de contenu, vous avez souvent besoin d'une petite étiquette à côté pour dire à l'utilisateur qu'est-ce que ça représente. Ces informations, elles représentent quoi? Je vais donc mettre une copie ici. Alors pour ces deux zones de texte, on n'a pas mis d'étiquette, mais si vous voulez les mettre, vous pouvez le faire. En tout cas, ce sont les étiquettes des deux listes. Comment? Ah oui, je le retire. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin encore? C'est les boutons maintenant. Il y a un certain magnétisme en fait qui se crée entre les objets. Quand vous créez, il y a les lignes de construction qui apparaissent. Là, partout en fait. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez en fait dimensionner ce contrôle par rapport à celui qui est au-dessus, vous n'avez qu'à le sélectionner et vous faites déplacer. Vous voyez, en fait, en faisant déplacer, il y a une ligne de construction verticale qui apparaît, ou qui apparaît, qui vous montre est-ce que vous êtes bien aligné ou pas. Et il y a même un effet de magnétisme. Ça veut dire que quand vous êtes bien aligné, quand vous êtes tout près de l'alignement, c'est lui qui va vous attirer vers l'alignement. Parce que réellement, si on veut le régler manuellement, c'est pas évident. C'est pas évident de régler une position comme 120,25 ou 0,75, c'est pas évident de le régler manuellement. Mais grâce à l'effet de magnétisme, en fait, ça s'obtient automatiquement. De l'autre côté, la même chose. Donc, si je prends de l'autre côté, donc je règle, vous voyez, en fait, je vois bien que là, je suis déjà au même alignement. C'est ce que j'ai fait pour l'autre aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter encore? Des boutons. Je vais mettre dans 4 boutons. Bon, je veux bien leur donner les mêmes tailles. Donc, je vais essayer, en fait, de leur donner les mêmes tailles. Donc, je vais copier le premier. Je copie horizontalement et vous voyez que là, je déborde déjà. Donc, j'ai besoin de réduire un petit peu leur largeur. Bon, avec le clavier, ça passe très bien avec le clavier. Pour réduire pour les deux, Shift, touche de direction. Alors, si vous mettez touche de direction tout court, vous changez la position, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Mais si vous mettez Shift, ensuite touche de direction, vous réduisez les largeurs. Vous réduisez ou bien vous agrandissez. Ça dépend de quelle touche vous avez usé. Vous avez utilisé quelle touche. Donc, par exemple, si vous utilisez la touche à gauche, touche de direction gauche, vous êtes en train de réduire, de diminuer la largeur. Vers la droite, vous êtes en train d'augmenter la largeur. Vers le bas, vous agrandissez la hauteur. Vers le haut, vous diminuez la hauteur. Alors, je vais garder cette largeur. Et par conséquent, je vais déplacer l'autre. Voilà, de cette manière. Je vais maintenant sélectionner les deux boutons et je vais les faire glisser vers le bas pour en faire une copie. Et voilà, ça marche. Je n'ai qu'à réduire un peu la feuille verticalement. Je viens de constituer ou de construire globalement l'interface graphique. Peut-être que j'ai fait ici plus d'espace là. J'ai laissé un espace vide ici. Il y a beaucoup d'espace vide à ce niveau-là. Donc, pour le régler, ce que je vais faire, je vais juste agrandir verticalement les listes de cette manière et je vais déplacer le tout vers le haut. Shift, non pas Shift, donc juste déplacement vers le haut. Je suis en train de combler l'espace qui reste en haut. Bon, je fais la même chose ici et à mon avis je vais donner un peu plus de hauteur au bouton. Comme ça, ils deviennent un peu plus apparents. Voilà, ça marche. J'ai finalisé donc l'interface graphique. Alors, dès que l'interface graphique est finalisée, on vous conseille de verrouiller la manipulation des contrôles. En cliquant sur le bouton droit, sur n'importe quel point sur l'interface, vous cliquez sur le bouton droit et vous mettez Lock Controls, verrouiller les contrôles.
Et à ce niveau-là, tout est verrouillé. Vous n'avez plus le droit de les faire bouger que si vous revenez déverrouillé. Ça protège un peu l'apparence, en fait, ou l'organisation que vous avez obtenue. Ça la protège. Parce que des fois, sans faire attention, vous risquez de faire des déplacements mal intentionnés ou bien auxquels vous n'avez pas réfléchi, en fait, juste accidentels, qui vont vous faire perdre peut-être tout ce que vous avez fait. Surtout pour des grandes interfaces, ça peut coûter beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et on veut le préserver. Donc si vous voulez déverrouiller, bouton droit encore, et vous mettez un lock controls, ou bien vous déverrouillez, c'est un bouton bascule. Maintenant ils sont verrouillés. Donc verrouiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez sélectionner l'objet, mais vous ne pouvez pas le redimensionner, vous ne pouvez pas le positionner. Il est donc figé. Alors, commençons maintenant par la personnalisation. Je veux obtenir une apparence comme la suivante. À commencer par la feuille. Donc, je vais changer le titre de la feuille pour mettre, au lieu de forme 1, mettre calculateur de coût téléphonique ou de coût d'un appel téléphonique. Je vais le faire à la place de forme 1. Donc, pour ce faire, il faut sélectionner d'abord la feuille. Il faut aller vers la liste des propriétés, et plus exactement vers texte. C'est la propriété par défaut. Alors, je sélectionne texte et je vais commencer à écrire. On a dit calculateur de coût d'une conversation téléphonique. Moi, je vais abréger, en fait. Je vais dire téléphonique. C'est clair. Je valide et par suite, ça s'affiche à l'intérieur. Alors, par la même occasion, donc, je veux empêcher que l'utilisateur... il y a déjà des erreurs, je ne sais pas dû à quoi, non? To output file names resolve. Téléphone.frm. J'ai un petit problème. Téléphone.frm.vb. Il m'oblige ici peut-être à revenir à téléphone. Non. Je vais sauvegarder tout le projet. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix en appelant la feuille. Je vais enregistrer, parce que je n'ai pas pu exécuter, j'ai une erreur qui m'est affichée en rapport avec la compilation. Je vais enregistrer, donc c'est chose faite. Alors, VB, téléphone, VB. Et puis, la feuille, je l'ai appelée comment? Téléphone. Et la classe, il s'appelle téléphone. To output file name. Vous avez réussi à faire l'exécution ou comme moi? Alors ce problème, il est dû à... Continue. Téléphone. Je suis contraint d'arrêter ce projet ou bien de refaire Start Building.
le changement que j'avais fait au début, donc c'est un changement qui m'a coûté tout ça. Alors, save as. Je vais enregistrer cette feuille sur un autre nom. Tel. Yes. Alors. Et puis, je vais voir comment ça s'appelle ici. Donc, ça s'appelle téléphone tout court. Voir si je pourrais exécuter, ça marche. Donc, c'était le nom en fait du fichier que j'avais choisi qui n'était pas bien fait. Donc, j'ai juste réenregistré ou bien j'ai fait une sauvegarde sur un autre fichier sous un autre nom. Parce que le premier, il m'a été refusé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, j'ai déjà fait la copie sur votre clé. Alors, donc pour le moment, je pourrais bien exécuter. Ce que je voulais donc vous montrer, c'est que je veux empêcher ce genre de choses. Ça n'aura aucun sens. Parce que si vous agrandissez, ça va vous donner quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Ou bien si vous agrandissez de là, c'est pire encore. Je veux donc empêcher ces deux activités, ces deux agrandissements. Je veux les empêcher complètement. Alors pour y arriver, vous avez vu aussi une chose, c'est que le changement que j'avais fait sur la taille de la feuille, ce changement que j'ai fait là est un changement dynamique. Je l'ai fait en cours d'exécution. Lorsque je vais arrêter, je vais le perdre. Donc je vais revenir sur la taille qu'on a réglée initialement de façon statique. Mais en tout cas, je veux empêcher ce changement. Pour l'empêcher, je vais donc aller vers les propriétés. Et je vais donc aller vers une certaine propriété qui va me permettre de le faire. Ça s'appelle form border style. Je vais le changer au lieu que ça soit à l'état sizeable. Donc je vais mettre fixed single. C'est ça le changement que je dois faire pour empêcher le redimensionnement à partir des 4 bords de la feuille. Donc ça empêche le changement ou le redimensionnement. Et puis un autre changement, c'est au niveau de maximize box. Maximize box. Maximize box qui est à true par défaut, je vais le mettre à false. Et comme ça, je vais donc empêcher les deux possibilités d'agrandissement. Je ne pourrai agrandir ni par les coins, par les bords. Vous voyez, si je m'approche à un bord donné, parmi les 4 bords, je ne pourrai pas le faire. Fixed single, oui. Et puis, ce bouton-là aussi, il ne réagit plus. Vous ne pouvez plus agrandir. Par contre, l'autre, il est toujours réactif. Si vous voulez réduire la feuille dans la barre des tâches, vous pouvez bien le faire. Il est ici. Dans Form Border Style, vous mettez Fixed Single au lieu de Sizeable. Et puis au niveau de Maximize Box, vous avez Minimize Box et Maximize Box, vous le mettez à False. Par contre, Minimize Box, vous le laissez à sa valeur. Voilà, j'ai terminé avec la feuille. Alors, je vais passer maintenant aux étiquettes. Je vais changer toutes les étiquettes. Ces étiquettes, ils vont être passives dans le code. Ils ne vont jamais intervenir dans le code. Ce n'est pas comme pour le moment quadratique lorsqu'on était appelé à changer le texte d'une zone, d'une étiquette. Vous voyez, en fait, vous vous souvenez, on était obligé de changer un texte. Pour ces labels-là, ils vont garder le même texte pour toute la durée d'exécution. Donc, ils ne vont jamais intervenir dans le code. Ce sont des contrôles passifs. Je ne vais pas changer leur name. Je ne vais pas perdre le temps à aller le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais c'est sans intérêt. Je vais aller changer que le texte. Donc, dès que vous sélectionnez une étiquette, vous commencez à écrire. C'est la propriété texte qui serait modifiée. Ici, je vais mettre la durée. Durée en unité. La durée, entre parenthèses, en unité. C'est le nombre d'unités. C'est un entier. Donc, je ne veux pas dire en secondes, en minutes, en heures. C'est l'unité, en fait. Je ne sais pas, du point de vue réel, c'est combien de minutes ou bien combien de secondes. Je ne veux pas savoir. Donc, pour nous, c'est un entier qui désigne le nombre d'unités. Alors, je fais le changement sur les autres. Donc, là, c'est les périodes. Donc, je mets période, la période. Pour l'étiquette qui est en face, je mets le prix unitaire. Pour les boutons,
Pour les boutons aussi, je fais un changement. Je vais agrandir, comme ça vous pouvez voir. Donc je commence par le premier bouton. Je vais mettre pour ce bouton-là, c'est ajouté, avec un A précédé par le E commercial. Ajouter. Vous voyez en fait avec un A souligné. Pour obtenir le A souligné, vous mettez le E commercial avant le A. Alors ensuite, supprimer. On va mettre le S comme souligné. Donc, E commercial supprimé. Ensuite, supprimer tout. Comme j'ai déjà utilisé le S pour le premier bouton, j'ai plus le droit de le faire pour le deuxième. Je vais prendre le T, supprimer tout. Je vais mettre donc supprimer, espace, et tout. Je mets donc la perluette juste avant la lettre que vous voulez souligner. Vous voyez en fait, c'est le T qui est souligné. Parce que j'ai mis le E commercial avant le T, avant la lettre T. J'ai mis bien sûr un espace. Vous avez le droit dans le texte de mettre une phrase. C'est-à-dire pas comme le name. Le name, vous devez toujours mettre un seul mot. Et vous devez commencer par une lettre. Ici, peu importe. C'est une phrase, vous écrivez tout ce que vous voulez. Et puis là, c'est pour fermer. Fermer l'application. Je vais mettre F comme touche d'accès rapide. Donc je mets E, fermer. Fermer, je veux la mettre en majuscule. Voilà. Et puis pour le dernier label, je vais mettre résultat ou bien le coût total. Coût total. Je pourrais même mettre en dirham par exemple. En dirham ou bien en MAD. Vous voyez, en fait, il apparaît là. Coût total, entre parenthèses l'unité monétaire. Alors maintenant, c'est le tour des zones de texte, ou plutôt des... Oui. Non, pas de différence, non. Pas de différence. Mais quand même, on illustre ces lettres-là, juste pour la vue, pour la visibilité. Ce sont des lettres qu'on met en majuscules, pour les mettre en relief. Mais peu importe, si vous les mettez en minuscules, ça ne changera rien. Allons-y. Vous avez créé votre projet? Non? Alors, je vais aller vers les group box maintenant. Donc, je sélectionne le premier. Je veux changer aussi son titre. Donc là, c'est comme ce qu'on a ici, c'est les zones. Je vais mettre zone. Zone. Ici, c'est les types jour. Donc, je mets type jour, type de jour. Est-ce que c'est férié ou pas? Et là, c'est les opérateurs. Opérateurs. Voilà. Je reviens maintenant au bouton radio. Pour les boutons radio, donc j'ai besoin de changer les noms. Donc, puisque ici je suis dans les zones, donc je vais mettre national, international. National. Zone nationale. National, donc sans S, sans mettre le S. International. Ici, pour les boutons radio du deuxième groupe, je mets férié, non férié, ou bien ouvrable, férié. Ouvrable, férié. Ici, je vais mettre Maroc Télécom, Meditel, et puis Inouï. Alors, voilà, j'ai changé les apparences. Donc, pour le moment, si je donne cette vue à quelqu'un, il pourrait bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, juste un petit problème que je dois régler. J'ai besoin en fait de réduire un petit peu les zones ici, donc parce que ça chevauche, vous voyez. Là aussi, la même chose. Donc, je vais déverrouiller, parce qu'on a dit, quand vous verrouillez, vous n'avez plus le droit de changer. Je vais donc rectifier juste après, de cette manière. Là aussi, la même chose. Et ça marche. Oui? Y a-t-il d'autres remarques? C'est bon, donc je pourrais dire que le dessin est terminé. La personnalisation est terminée à part les noms des contrôles actifs. Les contrôles qui vont agir dans le code, je dois les renommer.
mais aussi les états des boutons radio. Il faudrait que je me positionne dans un état par défaut. Vous voyez là, par exemple, l'état par défaut, on a privilégié les appels nationaux ou nationaux, zone nationale, on a privilégié jour ouvrable, c'est le plus fréquent, on a privilégié aussi Maroc Télécom. C'est donc un choix par défaut que je vais régler. Je dois donc mettre ce choix-là, je dois régler ce choix-là, et puis je dois nommer les contrôles actifs. Alors, à votre avis, quels sont les contrôles actifs dans l'interface? Quels sont les contrôles qui vont contribuer dans la dynamique, dans la transformation? Tous les contrôles sauf les labels. Tous les contrôles sauf les labels et les group box. Les group box, donc, ils ont un rôle pur et net d'organisation. Ils ne vont pas agir dans la dynamique. Par contre, les listes, ils vont agir, ils vont intervenir. C'est grâce aux listes que je vais pouvoir récupérer le choix d'utilisateur. Celui-là, il va agir aussi, parce que ça va me donner la durée. Ces deux-là, ils vont intervenir pour ajouter des durées. C'est grâce justement à ces boutons que je vais le faire. Et puis, celui-là, il va recevoir le calcul. Ces 5 boutons radio, chacun, il va me donner un paramètre selon lequel je vais faire le calcul. Donc, l'ensemble doit être renommé, sauf les labels et sauf les group box. Alors, une autre chose, en fait, qu'il fallait constater, c'est que je n'ai pas de bouton calculé. Je n'ai pas de bouton qui va déclencher le calcul. Vous savez comment est-ce qu'on va calculer? On va calculer de façon automatique. Ça veut dire chaque fois qu'il y a tous les paramètres pour faire le calcul, on fera le calcul. Donc, dès que l'utilisateur commence à entrer la durée, dès qu'il l'aura fait, dès qu'il entrera la période, dès qu'il fera un choix pour les zones, je calculerai alors le résultat. D'ailleurs, pour les zones, je lui ai imposé, plutôt pour cette zone-là, pour ces paramètres-là, je lui ai imposé déjà un choix. Donc on aura toujours un choix qui est déjà fixé par le programmeur, mais qui peut être modifié par l'utilisateur. C'est clair? Donc je ne veux pas mettre un bouton calculé, je veux faire un calcul automatique. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors je vais revenir donc, terminer donc la personnalisation. Comme j'ai dit, donc je veux bien faire ce choix par défaut pour la zone. Pour y arriver, il va falloir aller vers checked, la propriété checked. Il faut la mettre à true. Checked à true. La même chose pour ouvrable, je fais la même chose. Il suffit juste de double-cliquer pour basculer vers true. Et puis pour Maroc Télécom aussi. Voilà. Donc j'ai réglé en fait ces choix. Maintenant je renomme les objets actifs, à commencer par la durée. Et souvenez-vous, en fait, pour les contrôles text box, nous avons l'habitude de les nommer avec 3 lettres significatives de la classe. TXT. TXT sans le E. TXT, durée. TXT, durée. Alors, pour les listes, je vais mettre, puisque c'est list box, je vais mettre LST pour dire liste. LST. Période. Vous pouvez mettre les accents. Moi, j'ai choisi de ne pas les mettre. C'est-à-dire, j'aurais dû, pour mettre période, de mettre le E accent. Ça ne posera aucun problème pour Visual Basic. Donc, Visual Basic, il accepte de nommer des objets avec des lettres accentuées. Oui. Le premier contrôle, premier text box. C'est pas une liste. Attention, parce que quand même, vous devez faire la différence. Au niveau visage, ils apparaissent tous par un rectangle blanc. Mais par contre, la liste, quand il est vide, il contient le nom. Il contient le nom de la liste. Par contre, la zone de texte, même s'il est vide, il ne contient rien. C'est comme ça comment on va pouvoir les distinguer. Donc le premier, en fait, c'est un text box. Je l'ai nommé TXT durée. La première liste, LST période. Attention, ne faites pas d'espace. Pour la deuxième liste, je l'appelle LST prix unitaire. Je l'ai abrégé par PU. PU. Alors, pour cette zone-là, je l'appelle TXT période. Pour cette autre zone de texte, je l'appelle TXT prix unitaire, PU. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de nommer encore? Les boutons radio. Je les nomme par RBN ou RBTN. Je vais mettre RBN pour dire radio bouton. RBN, ouvrable, plutôt national.
Alors pour le deuxième, donc RBN international. Ensuite, RBN ouvrable. RBN férié. Alors, RBN Maroc Télécom, mais attention, ne mettez pas les espaces. RBN Maroc Télécom. Même si vous avez des noms qui sont lents, c'est pas grave. Il faut rien craindre. Parce qu'avec Visual Basic, en fait, les noms, ils vont nous être rappelés à chaque fois dans des listes. Donc, même s'ils sont lents, on n'est pas appelé à les saisir. Visual Basic va nous les rappeler à chaque fois qu'on aura besoin de ces noms. RBN Meditel. Et puis enfin, RBN Inouï. Là, j'ai raté en fait le nom. RBN Inouï, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore nommé? Je pense les boutons radio, c'est pas encore nommé, donc je vais mettre BTN ajouté, BTN supprimé, BTN supprimé tout, supprimer tout, il faut la mettre attachée. Ensuite, BTN fermé. Alors, le dernier contrôle qui n'est pas encore nommé, c'est celui-là. Je l'appelle TXT coup. TXT coup. Et par conséquent, donc, j'ai tout nommé. Tout nommé, bien sûr, sauf les contrôles passifs. Mais attention, si vous prenez un contrôle passif donné, n'importe lequel, par exemple celui-là, vous allez voir que c'est Visual Basic qui lui a donné son nom. Quand on était en train de dessiner, Visual Basic, il accorde un nom à chaque objet dessiné. Sauf que j'ai pas cherché à aller le changer. Parce qu'en tout cas, il ne va pas intervenir dans la dynamique que je vais planifier par la suite. C'est bon, donc nous avons tout réglé. Donc on a fait la phase 2. On a terminé la phase 2. Maintenant, la phase 2, en fait, on ne l'a pas terminée parce qu'on pourrait bien rajouter des valeurs par défaut au niveau des listes. Ces valeurs que vous voyez là, je pourrais bien les définir de façon statique. C'est clair? Je ne veux pas partir sur des listes vides. Parce que actuellement, si j'exécute, vous allez voir que les listes, ils sont vides. Et je veux déjà mettre quelques valeurs exemples ou quelques valeurs par défaut que je vais imposer moi-même. Maintenant, l'utilisateur, par la suite, il aura le droit de changer ces valeurs s'il veut, grâce à ces 4 boutons. Bon, comment est-ce qu'on va donc introduire des valeurs ici? C'est très simple, il faut aller vers la liste, il faut aller donc chercher une certaine propriété qui s'appelle, je pense, items, si je me souviens bien. Oui, items, les éléments, items. Donc, en réalité, vous allez constater une chose, c'est que chaque fois que vous trouvez une propriété avec une lettre S dans Visual Basic, c'est pour définir ou pour décrire ce qu'on appelle une collection. C'est donc un ensemble d'éléments. C'est clair? Donc, ça, c'est une règle générale. Chaque fois que vous trouvez une propriété avec un S, à la fin, c'est au pluriel, c'est pour dire le pluriel, c'est pour désigner le pluriel. Et forcément, tout attribut ou toute propriété portant ce S-là désigne dans Visual Basic un objet collection ou une collection. Une collection d'éléments. Ici, c'est une collection d'éléments texte. Alors, regardez, en fait, Visual Basic, il le mentionne bien en mettant collection entre parenthèses. Il vous donne un petit bouton à côté pour, donc, justement, c'est ça ce qui va vous permettre d'ajouter des éléments à la collection. Donc, si on clique sur ce bouton avec les 3 points, nous allons voir que actuellement la collection elle est vide. Et justement, vous n'avez qu'à saisir les données. Je vais donc saisir comme ce qu'on a montré là. Donc j'ai matin, heure creuse, après-midi, soir, après-minuit en fait. Donc je vais mettre matin,
Alors attention, si vous appuyez sur OK, peut-être que ça va se fermer. Si vous appuyez sur Entrée, en tout cas, je vais l'essayer. Non, non, ça marche pas. Ça donne un bon résultat. Donc, parce que des fois, en fait, surtout dans les anciennes versions, quand vous appuyez sur Entrée, il ferme, il valide. Alors ici, donc, ça revient à la liste, ça vous permet d'ajouter le deuxième élément de la collection. Donc j'ai mis matin, ensuite heure creuse, ensuite après-midi, ensuite soir. Qu'est-ce qu'on a, soir? Bon, c'est une manière en fait de représenter des périodes dans la durée, dans la journée. On les a appelés comme ça. Mais par la suite, on a le moyen de les changer si quelqu'un veut les personnaliser. Je vais dire après minuit. Je vais l'écrire comme ça. Comment? Oui, en tout cas, je n'ai pas cherché à dire c'est quelle période, ça correspond à quelle période, mais en tout cas, c'est... Par exemple, le matin, c'est de 8h à midi. Heure creuse, c'est de midi à 14h. Après-midi, donc de 14h à 18h. 18h, donc jusqu'à minuit, c'est ce que j'ai appelé soir. Et puis après minuit, donc c'est après voilà, de minuit à 8h du matin. Je vais mettre OK. Je valide. Automatiquement, vous allez voir les valeurs qui vont apparaître dans la liste. Donc, regardez, quand vous voyez le nom, le name d'une liste, quand vous le voyez affiché, ça veut dire que la liste elle est encore vide. Si vous mettez des valeurs dans la collection items, automatiquement, le nom il va disparaître. C'est clair? C'est une manière, en fait, que Visual Basic adopte pour vous informer. Alors, par exemple, cette liste elle est encore vide. C'est pourquoi on a affiché le name. Alors, normalement, on n'a pas besoin de l'afficher, parce que si vous exécutez, on ne va rien voir. On va trouver une zone blanche. Ça veut dire qu'il est vide. Ben, je vais donc mettre les valeurs associées à chaque période. Donc, vous allez m'aider à les retenir. Donc, 2,5, 1.5, 2, 1.25 et 1. Donc, on va aller vers Items encore. Pour l'autre liste. 2. Mais attention, là, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut mettre la virgule ou bien le point? En tout cas, la dernière fois, vous vous souvenez que ça nous a obligé à mettre la virgule, puisqu'on est aligné sur les paramètres francophones. En tout cas, je vais mettre la virgule et on va voir. Si jamais ça passe pas, il va falloir revenir les changer. Je mets donc la virgule. Ensuite, 2, 1,5, 2. Je pense que c'est... Oui. Au niveau des heures creuses, donc on facture moins. C'est moins cher qu'au niveau du travail, donc que pendant le travail. Le soir, donc on a mis combien? 1,75? Combien on est? 1,25. C'est dans mon propre choix, en fait. Donc ça n'a rien de réaliste, en fait, les valeurs que j'ai données là. Ça n'a rien de concret. Juste pour avoir des valeurs. Et puis on a mis ici 1, yak, après minuit. Normalement, ça doit se facturer moins cher encore, après minuit. Il n'y a pas donc une forte demande et dans ce cas-là, le prix il va baisser. Alors, vous allez constater une chose, c'est que ces listes, quand vous les redimensionnez de cette manière, regardez, quand ils ont une hauteur qui n'est pas suffisamment ou suffisante pour visualiser le tout, automatiquement un ascenseur il apparaît, un ascenseur vertical il va apparaître. Vous voyez en fait là aussi, si je redimensionne comme ça, automatiquement il y a l'ascenseur qui apparaît. Donc vous voyez que le contrôle il s'adapte automatiquement en fonction de son état. Quand l'état change, quand rien qu'au niveau géométrique, quand la taille change et qui n'est plus suffisante pour visualiser tout, il y a un ascenseur qui apparaît automatiquement. Je vais donc reprendre, parce que je veux avoir cette représentation. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que j'ai finalisé la deuxième phase, ça veut dire la phase de personnalisation. Alors regardez maintenant, et c'est à partir de là que je vais commencer la dynamique, la troisième phase. Remarquez bien, si j'exécute, je constate bien que pour l'utilisateur, concernant la zone, je lui ai déjà fait un choix par défaut. Concernant le type de jour, je lui ai déjà fait un choix par défaut. Concernant l'opérateur aussi. Concernant la durée, il n'y a pas de choix.
il serait intéressant de prévoir un choix par défaut pour la durée, mais aussi concernant les périodes, il n'y a pas de choix. Il serait intéressant d'avoir un choix comme ça. Regardez, en fait, si on clique sur un élément, il va apparaître de cette manière-là. Mais surtout, il ne faut pas faire ce genre de réglage. Il ne faut pas autoriser ce genre de réglage. C'est-à-dire que l'utilisateur, au niveau de la première liste, clique sur après-midi, et au niveau de la deuxième liste, clique sur une unité qui est décalée. Donc on a besoin de faire coopérer ces deux acteurs. C'est comme si on a deux acteurs qui doivent coopérer dans leur action pour réaliser un certain travail global. Ça appartient au réalisateur de veiller sur ce synchronisme-là. C'est clair? Je dois donc empêcher cette situation pour les listes de choix. Que ce soit donc en cliquant sur la première liste ou bien en cliquant sur la seconde. En tout cas, quand je clique sur un élément ici, il faut que la zone bleue, il faut qu'il se mette au même niveau. Et si je clique sur l'autre, la même chose. C'est clair? Alors, mais j'aimerais bien avoir un premier choix au démarrage. C'est-à-dire, quand je démarre mon application, j'aimerais bien voir peut-être la période la plus fréquente. Je veux bien l'avoir sélectionnée. Bon, si je suppose que c'est le matin, ben je veux bien avoir au démarrage. C'est au démarrage. Il ne faut pas que je vienne faire moi-même, que l'utilisateur viendra faire lui-même. Il faudrait que ça soit fait automatiquement comme ça, au démarrage. Au niveau de la durée, je vais aussi choisir une durée par défaut. Par exemple, l'unité. L'unité. On va donc imposer une durée égale au minimum à l'unité. Alors, pour la durée, c'est très simple. Pour l'imposer par défaut, vous n'avez qu'à le sélectionner et qu'à aller vers texte et mettre 1. Je l'ai mis quelque part. Alors, il faut aller vers texte, la propriété texte de la durée. Attention, il faut le sélectionner. Il faut sélectionner le contrôle. Ensuite, vous mettez 1. Donc, j'ai choisi 1 par défaut. C'est un choix par défaut. Si je le fais, c'est mieux que d'avoir quelque chose de vide. Ça va éviter à l'utilisateur de simuler un calcul, surtout que nous voulons le faire automatiquement. Ça va l'éviter à faire un calcul avec une durée vide. Donc j'impose une durée que je juge la plus fréquente. Si je juge que dans les 90% des appels c'est une seule unité, j'impose alors une unité. Si vous voulez imposer autre chose, vous pouvez l'imposer. C'est clair? Donc c'est juste un choix que j'ai fait à la place de l'utilisateur. Alors, concernant l'autre choix, celui-là, celui qui va consister à visualiser ou à obtenir cette vue. Je ne pourrai jamais le faire de façon statique. Je ne pourrai pas le faire de façon statique. J'ai besoin alors de le programmer. Et j'ai besoin de le programmer dans un événement qui se déroule avant même que la vue avant même que la feuille soit visible à l'utilisateur. Donc je dois intercepter un certain événement qui traduit la création de la feuille, ou bien le chargement de la feuille en mémoire. Cet événement, il s'appelle load. Load, un load. Donc on va trouver un événement de chargement et un événement de déchargement. Alors, je vais profiter justement de cet événement pour le faire. Regardez, je vais aller sélectionner la feuille et je vais double-cliquer sur la feuille. Regardez, en faisant un double-clic, je crée justement l'événement load. Alors, c'est un événement qui se produit. Je vais fermer les autres fenêtres parce que j'en ai plus besoin. Toutes les autres fenêtres, je vais garder uniquement la fenêtre de code. Regardez, en fait, l'événement, c'est un peu comme ce que j'ai dit là, c'est ça ce qui traduit l'événement. Ce que vous avez au début, c'est vrai, en fait, c'est le nom de l'objet et le nom de l'événement, mais ça, ce n'est qu'un nom formel. Vous pouvez le changer par n'importe quoi. Ce qui désigne bien, c'est quel événement que vous êtes en train de programmer, c'est ce que vous avez après les handles. C'est donc bien l'événement load. C'est un événement qui se déroule bien avant que la feuille ne soit visible. Bien avant que la feuille ne soit visible. Je vais profiter de ça pour programmer. Et justement, ce que je vais faire, je vais lui dire, vous allez vers la première liste. Mes listes, je les ai appelées en commençant par LST. Donc, j'ai deux listes. Quand j'ai tapé LST, j'ai LST période et LST PU. Je commence par période. J'ai double-cliqué sur la feuille. Sur un point quelconque sur la feuille. Comme ça, je crée cet événement. Alors, LST période, point.
Alors, regardons, est-ce qu'on a un attribut qui s'appelle selected index. Selected index, regardez. C'est comme son nom l'indique, ça porte ou ça désigne l'élément sélectionné dans la liste, ou le numéro de l'élément sélectionné dans la liste. Et on numérote à partir de 0. Donc, si on veut sélectionner le premier élément, il faudrait que j'affecte à cette propriété-là, qui s'appelle selected index, que je lui affecte la valeur 0. Regardez, le nom de la liste, point, selected index, égale 0. Cela serait suffisant pour sélectionner le premier élément sur la première liste. Je fais la même chose pour l'autre. En mettant lstpu, selected index. C'est comme si on dit l'index de l'élément sélectionné. Quel serait l'index ou quel est l'index de l'élément sélectionné? Donc si vous le mettez à 0, vous occasionnez alors, vous provoquez alors la sélection du premier élément. Et c'est une propriété disponible aussi bien en lecture qu'en écriture. Donc lorsque vous écrivez dedans, oui, allons-y. Lorsque vous affectez une valeur à cette propriété, vous êtes en train de faire la sélection. Si vous voulez donc dire quel est l'élément qui est sélectionné, vous le lisez. Donc lorsque vous le lisez, ça vous donne le numéro de l'élément sélectionné. Lorsque vous le modifiez, ça va occasionner le changement de l'élément sélectionné. Là aussi, je mets égal 0. Regardons bien l'effet. Regardez, quand je lance l'exécution, automatiquement j'obtiens cela. Donc c'est comme si j'ai fait un choix par défaut pour les périodes. Je l'ai fait à la place de l'utilisateur. Mais bien sûr, cela n'empêchera pas l'utilisateur d'aller faire un autre choix. Si par exemple l'utilisateur veut faire un autre choix, il n'a qu'à aller cliquer sur le choix. Par exemple, si je clique sur soir, alors j'obtiens ça, mais j'ai déjà provoqué un décalage qu'il faut récupérer. Il ne faut pas donc laisser ce décalage-là. Alors, à quel niveau on va donc synchroniser les deux? Pour quel événement? Regardez, vous n'avez qu'à aller double-cliquer sur l'une des deux listes. Si je double-clique sur la première liste, on vous donnera un autre événement qui s'appelle Selected Index Changed. Selected Index, c'est comme si on dit c'est l'événement qui se produit au changement d'index de l'élément sélectionné. Au changement de l'élément sélectionné, cet événement il va survenir. Donc, on va profiter de cet événement pour synchroniser. Vous comprenez? Alors, c'est ce que je vais faire. Mais là, je suis en train d'aborder quel événement? C'est le Selected Index Change de la liste des périodes. C'est comme si je dis si je change dans la liste de périodes. Si je change dans la liste de périodes, je dois aller synchroniser la liste des prix. Et inversement. Donc là, ce que je vais faire, qui peut me donner l'action que je dois faire? Allons-y. LST, oui. PU, point, selected index, égale LST période sur laquelle on a provoqué l'événement, point, ça fait tout simplement. Vous voyez? Tout simplement. Donc, je prends le numéro de l'élément sélectionné dans la liste sur laquelle j'ai cliqué et je l'affecte au numéro de l'élément sélectionné sur l'autre liste. Et automatiquement, ça va synchroniser dans un premier sens. Il va falloir faire dans l'autre sens. Ben, c'est ce que je vais faire. Regardez, en fait, c'est quel événement qu'on a programmé ici? On a programmé celui de LST période. Donc, sans aller vers la feuille et double-cliquer, vous pouvez le créer à partir de là. Comme ce que je vous ai déjà expliqué. Regardez, pour y arriver, vous allez donc ouvrir cette liste, c'est la liste des objets. Vous sélectionnez alors votre liste, c'est LSTPU. Et puis sur l'autre, c'est la liste des événements. Vous sélectionnez l'événement que vous voulez programmer, c'est Selected. C'est trié par ordre alphabétique, donc puisque ça commence par S, il faut descendre. Il faut bien descendre jusqu'à S, et puis vous allez donc vers Selected Index Changed. Je vais inverser. Je vais copier. CTRL-C, CTRL-V, égale CTRL-V, encore une fois, et je vais changer ici par... C'est plutôt l'inverse. Ici, je mettrai PU. Yak, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Je vais annuler, donc c'est là où je vais mettre LSTPU. Voilà, ça marche. Alors, vérifions cela. Pardon? C'est bon? Alors, regardez, si je vérifie, eh ben, je pourrais bien vérifier que
Ça marche très bien, dans les deux sens. Donc, on a fait coopérer deux contrôles. Vous voyez, c'est ça d'ailleurs la philosophie de cette programmation. C'est qu'en plaçant des acteurs à l'intérieur de la scène, et en profitant de leurs caractéristiques, de leurs propriétés, mais aussi de leurs fonctions, vous pouvez les faire coopérer. Ça, c'est un aspect de coopération entre les deux. C'est pour justement réaliser une synchronie à l'intérieur de la vue, à l'intérieur de l'apparence. Alors, est-ce que maintenant tout est bien placé pour calculer? Oui, tout est bien placé parce que j'ai toujours, à chaque fois que je démarre, à chaque fois que j'ai tous les arguments. Alors, je veux programmer alors. Je veux programmer. Je vais profiter justement. Regardez, je vais faire une fonction générale de calcul. Je vais faire une certaine procédure qui va faire le calcul. Cette procédure, je ne vais pas la faire événementielle. Regardez, je vais créer ici une procédure. Une procédure, une fonction, comme vous voulez. Prenons par exemple une fonction. Ou une procédure, vaut mieux. Je vais mettre ici un sub. J'appelle calculer. Un sub. Alors, à la différence des procédures qu'on avait là, parce qu'ils sont de même type, sub, and sub, sub, and sub, ça aussi c'est une procédure, mais quand même elle est différente des trois premières. Par quoi il est différent? Regardez en fait, vous voyez la différence ici. Là vous voyez donc le nom, quand vous placez le curseur ici, vous voyez le nom de la feuille, le nom de la classe, et de l'autre côté vous voyez calculer. Mais si vous mettez le curseur sur les autres procédures, vous voyez d'un côté l'objet et de l'autre côté vous voyez l'événement. Alors les trois premières procédures sont dites événementielles. Les trois premières procédures sont de type événementiel. Ça veut dire quoi événementiel? Ça veut dire qu'il s'exécute quand l'événement se produit sur l'objet. Par contre, celle-là est une procédure générale. Ça veut dire quoi générale? Ça veut dire c'est moi, en tant que programmeur, qui doit prévoir un appel. Sans cet appel-là, c'est une procédure qui ne va pas travailler. Est-ce que vous réalisez bien la différence entre les trois premières et la dernière procédure? Alors, je répète. Les trois premières procédures, ce n'est pas moi qui est censé les appeler. C'est plutôt indirectement quand l'événement se produit sur l'objet. L'appel, il est implicite pour les trois premières. C'est lié à quoi? C'est lié à la production de l'événement sur l'objet concerné. Par contre, la dernière, il ne porte pas d'événement, vous voyez? Donc, il ne sera jamais appelé que si je le précise moi-même explicitement, ou que je le concrétise moi-même. Cette procédure, elle est dite générale. C'est un peu comme les procédures qu'on a l'habitude de voir en C. Chaque fois que quelqu'un prévoit une procédure, il faut qu'il prévoie aussi au moins un appel à cette procédure pour la faire travailler. C'est le programmeur qui est censé l'appeler. Pour les trois premières, ce n'est pas le programmeur qui est censé les appeler. C'est plutôt l'utilisateur quand il provoque l'événement sur l'objet. C'est donc l'utilisateur qui provoquera l'appel. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais prévoir ici comme calcul? Je vais calculer dans txtQ. Je vais écrire txtQ, point texte égal, parce que je veux changer le texte de la zone de... Allons-y. Je veux changer le texte du dernier contrôle, de la dernière zone de texte. Par quoi? Le calcul il est linéaire en fait. Pour calculer le coût, je vais prendre la durée fois le prix unitaire, pour le moment. Et pour les autres paramètres, notamment la zone, le type de jour et l'opérateur, je vais juste les matérialiser par des coefficients correcteurs. K1, K2, K3. Donc moi, je veux calculer de cette manière. Je veux calculer par un facteur zone, multiplié par un facteur type de jour, multiplié par un facteur opérateur, multiplié par le prix unitaire, multiplié par la durée. Normalement, si vous avez un prix unitaire, vous multipliez par la durée, ça vous donne le montant. Alors, mais pour l'effet des autres paramètres, je les représente par des coefficients correcteurs. Par exemple, quand c'est férié, on prendra un coefficient, on va facturer à la moitié, à 50%. Quand c'est un jour férié, on facturera à 50%. Donc le cas du jour,
Si le jour est férié, ça serait un demi. Si le jour est ouvrable, ça serait 1, etc. Donc c'est des coefficients qui vont corriger le coût. Alors, pour le moment, je ne vais pas prendre en compte les coefficients parce que je ne les ai pas encore définis. Je vais prendre que les deux derniers termes. Donc, je vais mettre, qui peut me donner la formule? Oui. Il faut donc, il faut caster parce que je veux calculer en double précision ou bien en simple précision. Il faut caster alors. Il faut mettre donc double, point parse, double point parse. Je convertis le texte, la valeur du texte en une valeur double. Ensuite, je fais le produit. TXT durée. Bon, ici, normalement, je dois caster en un entier. Donc, je pourrais mettre un integer. Parce qu'on a dit que la durée, c'est des unités. Donc, il n'y a pas une unité et demie. Ça serait toujours un entier. Je mettrai donc un integer point parse. TXT durée point texte. TXT durée point texte. Vous comprenez donc qu'est-ce que ça fait cette première écriture? C'est comme si je lui dis, vous récupérez la valeur qui a été saisie dans la durée, mais vous la convertissez dans un integer. Ensuite, je multiplie par quoi? L'autre valeur qu'on a citée, vous avez vu tout à l'heure, on a mis 2,5, on a mis 1,5, 1,25, donc c'est une donnée réelle. Il faut alors convertir dans double. Je vais mettre double point, s'il vous plaît. Double point, parse toujours. Vous voyez cette méthode parse? C'est la même méthode. Dans integer, il s'appelle parse. Dans double, il s'appelle parse. Dans single, il s'appelle parse. C'est une méthode polymorphe. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure, le polymorphisme. Est-ce que la conversion va se faire de la même manière? Non. Convertir un texte en un double, ça se fait d'une manière différente que si vous convertissez en un entier. Mais toutes les méthodes, ils s'appellent de la même façon. C'est alors une forme de polymorphisme. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas appelés autrement? Parce que si on les appelle autrement, on va perdre le sens. Vous voyez, donc ça illustre un peu le polymorphisme dont on a parlé tout à l'heure. Point parse. Parse quoi? LST. Là, vous allez suivre un petit peu. LST, allons-y. LST période. Non. LST PU. Point. Vous voyez tout à l'heure les valeurs qu'on avait sauvées, qu'on avait placées dans la liste. On les avait placées à travers quelle propriété? Item. Items, donc il faut passer par items pour mettre la main sur la valeur. En fait, il y a la valeur selected item. Vous voyez, vous pouvez aller récupérer, s'il vous plaît, vous pouvez récupérer la valeur à partir de la propriété selected item. Donc vous pouvez y aller directement. Mais moi, je veux bien passer autrement. Je veux passer en écrivant point items. Point items. Alors, point items de i, vous pouvez faire comme ça. Par exemple, si je mets point items de 0, ça va me donner le premier élément. Ou bien, point items, point. Est-ce qu'on a un get, par exemple? Non. Point. Point item. Je pourrais donc passer comme ça, en écrivant point item de i. Bien sûr, il faut donner une valeur à i. Je pourrais écrire de cette manière. Bien sûr, il souligne le i parce que jusqu'à présent, je n'ai pas donné un sens à i. C'est une manière de mettre la main sur le ième élément de la collection. Et vous pouvez aussi le simplifier en mettant items de i directement. Items de i, ça vous donnera le ième élément de la liste. Mais on pourrait tout simplifier. Vous avez dépassé les limites. Tu as dépassé les limites. Je pourrais mettre ici, en passant plus simplement, selected item. Selected item, ça me donne directement le texte de l'élément sélectionné. Le texte de l'élément sélectionné. Mais vous avez une autre façon d'y aller, c'est d'aller vers la liste d'abord, vers la collection,
Ensuite, entre parenthèses, vous lui donnez le numéro de l'élément que vous voulez récupérer. Voilà. Ça va donner un bon résultat. Alors, mais attention, parce que cette méthode-là, c'est une méthode qui doit être appelée. À votre avis, à quel niveau je vais l'appeler? Oui, lorsque parlez un petit peu fort, s'il vous plaît. Toutes les données, ou bien lorsque l'une parmi les données ont changé. C'est ça l'idée. Parce que je veux calculer automatiquement. Donc chaque fois que l'une parmi les paramètres qui affectent le calcul change, chaque fois que cette fonction doit être, ou cette procédure doit être appelée. C'est clair? Alors regardez, mais quand même, j'ai encore un autre point à régler. Oui? Oui, je vais les rajouter. Mais avant, s'il vous plaît. Avant. Regardez, en fait, ce que vous avez à droite, c'est une quantité. Alors que ce que j'ai à gauche est un texte. Donc il faut mettre le tout entre parenthèses et passer par la méthode toString. Regardez, c'est ce que je vais faire. Non. Dès que vous mettez le point, vous irez vers Selected Item et puis ça va vous donner le item. Alors, maintenant l'écriture elle est conforme. L'écriture elle est bien conforme. Alors, je veux rajouter les coefficients. Vous savez en fait à quel niveau je vais programmer les coefficients? Je vais d'abord les déclarer ici. Les coefficients, en fait je vais prendre, regardez bien comment est-ce que je vais définir les coefficients, s'il vous plaît. Alors pour national et international, on va donc faire une multiplication par 2. Bon, bien sûr, il faut étudier plusieurs cas. Par exemple, on pourrait dire vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Amérique du Sud, etc. Donc il y a des coefficients différents en fonction de la zone. Mais moi, je vais supposer que partout ailleurs de notre pays, donc ça va payer le même coût. On va multiplier par 2. D'accord? Donc je prendrai pour national un coefficient zone égale à 1, pour international un coefficient qui est le double. C'est un choix en fait. Je suis en train d'imposer ce choix-là, sans le justifier pour autant. Alors pour le type de jour, je vais faire l'inverse. Donc je vais facturer pour les jours ouvrables avec un coefficient égal à 1, pour les jours fériés avec un coefficient qui est égal à 1,5. Donc ce coefficient-là, il va être réel, puisqu'on pourrait avoir 0,5. Pour celui-là, donc, on va le déclarer comme un entier. Ici, je vais faire une petite nuance entre les trois opérateurs. Normalement, au vu de la concurrence et au niveau des règles, normalement, il faut qu'on facture au même coût. Mais quand même, il y a des marges. Il y a donc un coût nominal et chaque opérateur, il peut donc se distinguer au niveau de ses facturations ou sa manière de calcul, il peut se distinguer des autres. On va donc les distinguer légèrement. Autour de 1, on va prendre autour de 1. Je vais supposer que le moins cher, c'est celui qui n'est pas... C'est Inuit, par exemple. En tout cas, en fait, je ne veux pas donc rentrer dans cette histoire. C'est juste un choix, en fait, que nous n'allons pas justifier. Nous ne sommes pas censés justifier. Nous allons prendre Inuit comme le plus faible. Donc, je mettrai par exemple 0,8. 1. 1,2. On va donc plus ou moins 0,2. D'accord? 0,8, 1, 1,2. C'est clair? J'ai fait ce choix-là. Je pense que, en quelque sorte, j'ai raison de le faire. Non? Maroc Télécom, il a arnaqué les Marocains. Il faut bien se souvenir quand on facturait à 6 dirhams, je ne sais pas quoi, l'unité. Là, c'est le meilleur, qui a pris l'argent des Marocains. En tout cas. Bon, c'est un jugement en fait que je garde pour moi. Je suis en train de l'enregistrer aussi. Pour moi en fait, ça c'est un jugement que j'ai fait. Alors, heureusement qu'il y a les autres. Sinon, on continue toujours à payer les 6 dirhams. Alors, je vais donc aller le faire. Vous savez, en fait, je vais déclarer ici des coefficients, s'il vous plaît. Je veux bien que ces coefficients soient partagés pour l'ensemble des procédures.
Et par conséquent, je vais les déclarer dans la portée globale de la classe. Regardez, parce que là, je suis en train de créer une classe. La classe, donc, ça matérialise la feuille. Donc, une feuille est une classe. À l'intérieur, à ce niveau-là, c'est-à-dire en dehors de toute procédure, mais à l'intérieur de classe and class, j'ai le droit de déclarer ce qu'on appelle des variables niveau classe. Des variables qui sont observables pour toutes les procédures. On les appellerait alors des variables partagées, bien des variables globales. Mais c'est global pour la classe seulement. Si je suis en dehors de la classe, c'est plus global. Ce sont des variables internes à la classe. Alors, je les déclare ici. Alors attention, pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. En tout cas, si vous les déclarez là, seule cette procédure soit concernée par ces trois coefficients. Or, celui qui va les valoriser, ce n'est pas cette procédure. Ils vont être valorisés à l'extérieur. Donc, je dois les mettre dans un domaine où toutes les procédures peuvent les observer. C'est ici. C'est dans cette portée-là. D'ailleurs, quand vous vous mettez là, vous allez voir ici, déclaration. Vous allez voir le nom de la classe, et vous allez voir déclaration. On les appelle déclaration générale pour la classe. Je vais déclarer donc K1, je l'appelle Kzone, KZ, pour dire la zone. As, on a dit un entier. Alors, je déclare un autre, et regardez comment est-ce qu'on déclare les variables, c'est un peu différent de C. Donc, ici, on met dim, le nom de la variable, as, le type. Dim encore, K, jour, KJ, as, on a dit ici, double, ou bien single. On pourrait aussi déclarer par single. Single, c'est simple précision. Single, vous voyez, il y a le type single, il y a le type double. Puisqu'on a choisi de convertir tout à l'heure en double, je vais aussi déclarer ce coefficient en tant que double. Alors, un dernier coefficient, c'est K opérateur. Je l'appelle, c'est l'opérateur OP, allons-y. As, double aussi. En tout cas, on les a définis à deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire, on a mis 1,5, 1,8, etc. Double, c'est trop pour ce genre de valeur. On pourrait donc utiliser single. Double, ça consomme 8 octets. Pour chaque variable, c'est 8 octets. Single, ça consomme que 4. Donc, on pourrait mettre single ici. En tout cas, si je mets single, je dois revenir changer là où j'ai mis aussi double. Bon, c'est pas grave, je laisse double. Alors, à quel niveau on va les valoriser, ces trois coefficients? Quand est-ce qu'ils vont être valorisés? Quand on choisit les boutons radio, très bien. Donc, regardez, je vais donc revenir là, sur les boutons radio, je vais faire un double clic sur chacun. Et regardez, je viens de créer une procédure. À ce niveau-là, je vais valoriser alors le cas Z, puisque c'est national. Donc, je vais mettre KZ, reçoit, on a dit 1. Alors, je réalise l'autre, KZ encore, reçoit 2. Vous voyez bien donc que ces coefficients, tu vois quand même. Alors, vous voyez bien que le même coefficient, il est en train d'être utilisé dans deux procédures différentes. C'est ce qui a fait que je les ai déclarés en dehors des procédures. Comme ça, ils seront vus par toutes les procédures. Si quelqu'un les a déclarés dans le calcul, on ne va pas pouvoir les observer là. C'est clair? Alors, et pire encore, si vous mettez une variable à ce niveau-là qui porte le même nom, vous allez avoir deux variables qui appartiennent à deux domaines différents et qui portent le même nom, chose qui est bien possible. C'est clair? Donc, on a bien le droit, dans deux domaines différents, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai parlé du domaine STD, dans deux domaines différents, j'ai le droit d'écrire ou de créer deux objets qui portent le même nom. Mais il s'agit de deux objets différents. Alors, je vais donc revenir vers les autres. Pour ouvrable, c'est plutôt le cas KJ que je vais définir. Ouvrable, on a dit c'est 1. Et puis, pour férié, je mets un demi. Donc, KJ égale 0,5. Ici, il faut mettre le point. C'est plus la virgule, parce que vous êtes déjà à l'intérieur du code. C'est en anglais, tout est en anglais. Donc, il faut utiliser la notation anglaise. Et puis, en fin de compte, pour l'opérateur, je vais valoriser KOP par, ça c'est marque télécom, donc on va mettre 1,2. Alors, pour l'autre, 1. KOP égale 1.
Et pour le dernier, KOP égale 0,8. J'ai donc valorisé les coefficients. Mais regardez, le fait de passer par là, comme ça va occasionner un changement des coefficients, il faut alors que je réitère le calcul. Parce qu'on a dit à chaque fois qu'un paramètre de calcul change, à chaque fois qu'il faut appeler le calcul. Et donc maintenant, je sais où est-ce que je vais appeler les calculs. Je vais les appeler justement ici. Vous voyez, double, ça veut dire que c'est sur 16 chiffres. 0,8 est un nombre qu'on ne pourrait pas coder exactement dans la mémoire. 0,8. Hein? Là, chauffe 1,2. On a une décomposition. Comment il fait? Il décompose dans la base binaire. C'est-à-dire la décomposition comme une somme de 1 demi, 1 quart, 1 huitième, dès que 2 puissance moins 1. C'est après la virgule. 2 puissance moins 1, 2 puissance moins 2, 2 puissance. Donc, voir si je mets la valeur en cumulant 1 fois 1 demi, 1 fois 1 quart, ou la 0 fois 1 quart, etc. Il y a IMA 1 et IMA 0. C'est des bits. Il n'y a pas de décomposition binaire qui donnera le 0,8 parfait. Donc 0,8 ne peut jamais être représenté parfaitement, quelle que soit la taille que vous mettez. Donc avec ces chiffres après la virgule, il trouve cette valeur. Donc c'est décalé de combien? De 4 sur 10 puissance 16. C'est minime. Alors, à ce niveau-là, je vais appeler le calcul. Je vais dire calculer. Regardez, la méthode que j'ai faite tout à l'heure, il apparaît maintenant dans mon dictionnaire. Je vois bien une méthode qui s'appelle calculer. Je peux l'invoquer. Ça, c'est un appel. Lui, il ajoutera les parenthèses. Il n'a pas d'argument. Donc, je suis en train de l'appeler. Ça veut dire que je suis en train de lui dire refais le calcul. Puisque ici, j'ai changé le KOP, donc le calcul va changer. Alors, je vais donc appeler cette méthode partout ailleurs. Dans toutes les procédures. Là aussi. Pardonnez-moi. Oui. Allons-y. On va revenir le changer, oui, je sais. Fait en Kamlin, oui. Ici, non, c'est pas la peine. Là, surtout, il ne faut pas le faire parce que si vous appelez calculer dans calculer, ça serait une procédure récursive. Donc, pas dans calculer. Il ne faut pas appeler calculer dans lui-même. Quand ici ça change, quand le selected index change survient, c'est-à-dire on a changé la période et par suite on a changé le prix unitaire. Donc il faut l'appeler ici, mais après que le changement soit fait. Toujours en dernier lieu, juste avant le end sub. Là aussi. En réalité là, j'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de le faire. Qui peut m'expliquer pourquoi? J'ai besoin de le faire pour ces deux-là, j'ai besoin de le faire une seule fois. Qui peut me dire pourquoi? Parce que l'un implique l'autre. On a lié dans les deux sens. Donc même si vous ne le mettez pas ici, quand vous passez par là, vous changez le selected index de PU. Et par suite, vous exécutez cette procédure. Et par suite, vous recalculez. Donc ce n'est pas la peine de le faire doublement. En tout cas, ça ne changerait rien. Vous le faites ou vous ne le faites pas, ça ne changerait rien. Alors, quel est le paramètre que je n'ai pas? Je pourrais calculer même au chargement. Au chargement, parce que quand je charge, j'ai défini des valeurs par défaut. En réalité, ce n'est pas la peine parce que, comme ici, vous avez changé le selected index, donc vous allez provoquer le selected index change. Et donc, vous allez appeler forcément calculer. Donc, ce n'est pas la peine que je le rajoute dans l'autre. Alors, mais quel paramètre que je n'ai pas encore pris en charge? La durée. La durée. Il va falloir que je programme le changement sur la durée. Alors, je vais le faire. Je vais double-cliquer sur la durée. Je vais voir c'est quel événement qu'il va lui associer. Justement, c'est l'événement text changed. C'est comme si on dit si le texte de la durée change. Si le texte de la durée change. Il faut alors faire le calcul. Il faut faire le calcul. Mais attention, quand on fait le calcul alors que la durée est vide, ça peut poser un problème. C'est une exception. En tout cas, je vais faire appel à la procédure pour le moment et je vais essayer ce code. Alors, mais jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte les coefficients. Donc, je vais revenir les insérer dans le calcul. Parce qu'au début, j'étais contraint de faire le calcul de cette manière. Maintenant, je vais mettre K zone multiplié par Kj multiplié par K
OP multiplié. C'est tout, donc on pourrait essayer ça. Donc dès qu'on exécute, on obtiendrait déjà un résultat. On obtiendrait déjà une erreur. Vous savez pourquoi? Parce que la durée, elle est encore vide. Vous voyez? La durée, elle est encore vide. Alors, normalement... Comment? Répétez, s'il vous plaît. Là, ولكن هو راه دارها قبل ما يمشي لديك لا durée. أنا نعطيكم علاش. Je vous explique pourquoi. Regarde le load qu'on a fait. Par quoi on a commencé? Par le changement de selected index. Et pas par la durée. Fin de la durée égale à 1. De façon statique, oui. Alors je refais, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Alors où est-ce qu'on a l'erreur? Je refais le calcul. C'est ici. Alors, regardons qu'est-ce qu'on a dans la durée. Jusqu'à présent, c'est un texte vide. C'est pas normal. Comment? Il va falloir que je regarde un petit peu mon code. Ici, on a mis un 1. Et... Comment? Là, on l'a fait dans le texte. Alors, vous savez, en fait, quand on est devant cette situation, il faut exécuter, en faisant appel au debugger, il faut exécuter pas à pas, de cette manière. Et bien, tout de suite, il me donne la hawajal hna. Donc, vous voyez, le premier événement sollicité, c'est celui-là. C'est les boutons. Alors, ensuite... Ben, on a calculé. Donc, la durée. Ben, on va faire une petite exception. Ici, parce qu'il va revenir là-dessus, encore une fois. La durée, ça dépend plus de moi. Ça dépend de lui. Parce qu'en réalité, comme je vous ai déjà montré, quand on dessine les éléments, quand on les dessine, lui, il place un code. Il ajoute un certain code. Et ça dépend dans quel ordre il le fait. C'est un ordre en tout cas qui a provoqué le passage par ici, d'abord, avant d'aller vers la valorisation de la durée. En tout cas, je vais vous montrer ce code, comme ça vous allez le voir concrètement. Oui? Moi, je fais selected index et non selected item. Selected? Où ça? Où est-ce que vous l'avez fait? Dans la parse liste PE. Parse? Non, dans le calcul. Dans le calcul. Oui, il y a de l'erreur. Non, mais je sais en haut. En haut. Texte, ça. Oui. Alors, là, c'est ça ce qui a posé le problème. Non, c'est Tu as... la liste PE, selected. La deuxième parse. Le deuxième parse. Oui, selected index et non selected item. Là, selected index, avec le numéro de l'élément sélectionné. Tu vas avoir un calcul erroné. Oui. Il va te donner, parce que c'est ça, c'est quoi selected index? Comme son nom l'indique, c'est l'index de l'élément sélectionné. L'index, c'est la numérotation. C'est le numéro c'est le rang de l'élément dans la collection. Il faut passer par selected items. Alors, mais ce qui pose problème, c'est celui-là en fait. C'est la valeur de la durée qui n'est pas encore disponible. Vous savez, parce qu'on est venu vers le calcul de différents endroits. Mais à partir de quel point on est venu le premier? À partir de quel point on est venu vers le calcul le premier? Regardez, si je refais pas à pas, vous allez le voir. Vous voyez, c'est cet événement qui a déclenché le calcul. Et cet événement, pourquoi il a été provoqué le premier? Pourquoi pas les autres? Ça dépend ici du code qui a été généré par Visual Basic. C'est clair? Alors, ce que je vais lui dire en fait dans le calcul que si jamais la durée est vide, vous la remplacez par 1. Comme ça, c'est comme si je vais le forcer à aller changer la durée d'abord. Regardez, c'est la condition. Ici, là, dans le calcul, je vais lui dire if
if txt durée, point texte est différent, on pourrait l'écrire comme ça, du vide. Alors, comment? Vous avez déjà initialisé. L'initialisation كيفاش يكتبها في الكود. ولكن واش دارها في الاول ولا في الاخر ولا في الوسط ça dépend. Donc s'il fait en premier lieu une autre initialisation, et pas celle de... Parce qu'on ne pourrait pas tout initialiser au même moment. Ça, vous êtes bien d'accord? On lui a dit il faut cocher le premier bouton radio. On lui a dit il faut changer la durée. Là, quand j'ai valorisé les boutons radio, j'ai commencé par les boutons radio. Ensuite, j'ai mis le 1 dans la durée. L'ordre, Visual Basic, il l'a respecté. Donc, lui, il a demandé d'initialiser les boutons radio avant la durée. Mais l'initialisation d'un bouton radio, ça enclenche l'événement. Et par suite, ça va aller vers l'appel, vers le calcul. Et pour ce moment-là, la durée n'est pas encore valorisée. Donc, c'est pourquoi il se retrouve avec un 0. Avec un vide plutôt. C'est pire que le 0. Si on avait un 0, il calculera. Moi, je pourrais lui dire, si la durée égale 0, ne faites pas le calcul. Ne faites pas le calcul quand la durée n'est pas encore disponible. C'est dans le. Oui. On peut initialiser le texte dans le. Avant d'exécuter. Là, هذاك لو كود اللي هو ذاك كيبدا به هو الاول. انا نعطي لكم هنايا باش تشوفوه لان دابا نتوما je ne suis pas censé rentrer dans ces détails là ولكن quand même pour que vous compreniez, regardez, on va aller là. On va lui dire tu me donnes là pas le vieux code. Alors voilà ça, on va cliquer sur le deuxième bouton. Sur ce deuxième bouton, il me donne le détail. Vous voyez en fait que l'apparence de l'explorateur d'objets, il a changé. Ici, on voit deux éléments seulement. Mais en cliquant sur le deuxième bouton, là, l'apparence, il a changé. Et par suite, vous avez une petite flèche ici, en dessous de la feuille. Si vous cliquez dessus, vous allez trouver tel c'est le nom de la feuille, .designer.vb. C'est un code VB. Il est généré par qui? Il est généré par le concepteur, par Visual Basic. C'est pas moi qui l'a généré. Quand j'étais en train de dessiner, lui, il était en train d'écrire du code. Quand j'étais en train de valoriser les propriétés, lui, il a aussi reflété tout ça par des codes. Regardez, rentrant dans ce code-là et regardant à quel niveau on a écrit txt durée égale 0. Je vais chercher, par exemple, juste la valeur 0. Je vais lui dire, tu cherches pour moi. Tu cherches la valeur 0. Alors, find next. Bon, il va me trouver tous les zéros, donc c'est un peu lent. En tout cas, regardez, il y a un 0 ici, mais ce n'est pas celui que nous cherchons. Là, nous recommandons l'ordre dans lequel on va trouver l'affectation. On va aller true d'abord. True. Vous savez pourquoi true? Parce que quand on met checked égale à true, il va l'écrire quelque part là. Donc si je mets find true, alors ça c'est pour le toSize, mais le true qui m'intéresse c'est celui-là. Non, c'est pour le checked. Le checked, AutoSize, il est là, vous voyez? Checked. Vous voyez en fait celui-là. C'est pour le jour ouvrable. C'est ce que j'ai coché moi-même. Ben lui, il le traduit par cette action. Mais c'est une action qui vient avant la valorisation par 1. C'est 1 que je devais chercher, c'est pas 0. Parce que j'ai valorisé la durée à 1. Là, regardez bien où est-ce que ça se situe. Et je vais descendre maintenant, je vais descendre manuellement. Il faut descendre jusqu'à ce que vous trouviez txt durée. Vous allez certainement le trouver après. Voilà, il est là. Vous le voyez? Donc, ce mi, ça revient sur la feuille. Point, txt durée, point texte égale à 1. Qui a donné ce code-là? Qui a fait ce code-là? C'est indirectement quand j'étais en train de valoriser mes propriétés dans la feuille des propriétés. Et donc, comme le premier, il est avant le second, le premier, ça va déclencher l'événement selected index change. Et il va alors invoquer le calcul. Alors que la valeur 1 n'est pas encore attribuée à la durée. Et comme on lui a dit de parser, on ne pourrait pas parser le vide. Si vous avez une valeur qui est vide, on ne pourrait pas la parser. Donc il va falloir traiter ce cas-là.
Alors, je vais fermer et je vais donc aller faire un peu ce que j'étais en train de faire. Je vais donc mettre ici fin et je vais mettre un diff. Voilà. Alors cette fois-ci, donc, on aura un autre problème. Oui, la même chose aussi pour l'autre. Donc il va falloir aussi, parce que là aussi on a cette fois-ci c'est pire encore, on a nothing, donc c'est pour les références, parce que selected item est de type objet, il n'est pas de type valeur. Donc pour lui, quand il n'est pas encore connu, il lui affecte la valeur nothing. Donc pour s'en servir, ou pour en fait corriger tout, je vais plutôt mettre une autre façon de traitement. Je dois d'abord arrêter tout ce que j'étais en train de faire. Au lieu de faire un if, et je dois donc traiter la durée, la période, etc., je vais donc mettre juste un try catch. Je lui dis essaye de faire. Try, essaye de faire ça. Et si ça ne marche pas, vous allez me le faire savoir. Catch as exception. Et je ne traite même pas le cas sinon, ou le cas erreur. Voilà, je le programme de cette manière. Regardez, si jamais il y a une erreur, je ne veux pas de réaction. Comme ça, donc, il va la sauter inaperçue, ou ça va passer inaperçu. Je refais. Voilà, maintenant ça passe. Vous voyez, c'est la meilleure façon de traiter, en fait. Au lieu de traiter, est-ce qu'on a une valeur dans la durée, ensuite, est-ce qu'on a une valeur sélectionnée dans les listes, etc. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça, et par suite, on a bien réglé le problème. Alors maintenant, si je fais un changement, un quelconque changement, par exemple, c'est pas encore fini. Si je mets ici, par exemple, 0, automatiquement, il recalcule. À chaque fois que vous changez, à chaque fois qu'il va recalculer. Si vous changez là, il recalcule. Si vous changez ici, il recalcule, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, mais quand même, il y a un autre risque. Si par exemple, mais le try catch qu'on a fait, il va nous sauver là aussi. Si je mets de cette manière, il ne fait pas de blocage, même si actuellement j'ai le vide. Si je mets 3, eh ben, il recalcule. Vous voyez, donc on a réglé le problème. Alors qu'est-ce qui reste à programmer dans cette feuille? Les boutons. Comment? Normalement, il faut la retirer. Il faut la retirer. Si c'est vide, on masque le calcul. Ça, on pourrait le faire tout de suite. Dans le try catch. Dans la partie catch. Ici, je vais mettre txtcoup, .text égale le vide. De cette manière, même si on met ici le vide, ben là aussi on aura le vide. Alors si je rentre des données qui sont valables, ça marche. J'ai juste rajouté dans la partie catch and try, j'ai rajouté txtcoup égale vide. txtcoup.text égale le vide. Vous voyez, en fait, ça c'est un apprentissage qui a besoin de beaucoup de temps. Pour en fait apprendre correctement à faire des applications de ce genre, il faut encore beaucoup de temps. Au moins, il fallait faire encore une ou deux autres applications pour que ça se concrétise correctement chez vous. Mais on pourrait donc se contenter de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, la prochaine fois, donc, je vais avancer donc, de la même façon. Je vais avancer au niveau de la première séance. Je vous propose une application au niveau de la deuxième séance. Je veux noter les absents avant de partir. Les absents. Oui. Vous n'avez pas d'application dans YouTube? Quoi? Vous n'avez pas d'application dans YouTube, dans votre chaîne, dans YouTube? Non. Vous ne mettez pas? Je vais les mettre.